Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Dans l'actualité de ce lundi 18 septembre, Jamel Debbouze de retour dans sa ville d'origine. L'humoriste était à Trappes hier à l'occasion du gala caritatif en soutien au Maroc, après le puissant séisme qui a frappé le pays. Son Jamel Comedy Club était aux côtés de la municipalité et du Secours Populaire pour cet événement de solidarité. 7 000 € ont ainsi pu être récoltés. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé le lancement d'un audit dans tous les rectorats de France sur les cas de harcèlement scolaire. Cela fait suite à la révélation d'un courrier envoyé en mai dernier par l'Académie de Versailles aux parents de Nicolas, victime de harcèlement dans son lycée de Poissy. L'adolescent s'est suicidé début septembre, une affaire qui vaut de nouvelles critiques au rectorat de Versailles, déjà dans le viseur après la gestion du cas Samuel Paty en 2020. Explication. L'actualité sportive dans les Yvelines avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ne sont pas champions de France de baseball. Les Igny-Montins se sont inclinés en finale de Division 1 contre Montpellier. Mais on parlera en football de la première victoire de la saison de Versailles en national. Focus également sur les résultats du 3e tour de la Coupe de France de football. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission avec Jean-Baptiste Amonique, le maire de Villepreux a été récemment missionné par le gouvernement. Il a copiloté l'un des groupes de travail préparatoires à la future loi de programmation sur l'énergie et le climat. L'élu nous livre ses conclusions après 4 mois intensifs de travail. Jamel, s'il te plaît, viens nous rejoindre. Parce que... C'est la surprise, Jamel Debbouze a fait le déplacement pour ce gala caritatif en soutien au Maroc. Après le séisme meurtrier, l'humoriste originaire de Trappes n'a pas fait que rassembler les artistes du Jamel Comedy Club. Ce prétexte-là était important, je rentre du Maroc et on a conscience des besoins, on connaît bien la communauté marocaine et pas seulement à Trappes, il n'y avait pas que des Marocains aujourd'hui heureusement, mais on savait que si on envoyait ce signal, il y allait avoir un écho. Salle pleine et survoltée, les 800 places de la Meurice se sont vendues en moins d'une soirée. Pour soutenir la population marocaine et puis chacun participe comme il peut et là montrer qu'on est tous solidaires. Il faut toujours faire un petit peu pour notre population. Comme vous voyez, moi aussi j'ai le drapeau du Maroc parce que je viens de là-bas, donc il faut aider quoi. On savait qu'il y avait vraiment une appétence pour venir apporter son soutien et marquer par un rassemblement notre appui au peuple marocain, mais aussi vite, aussi fort, avec autant de monde, on ne s'y attendait pas. Et vous l'avez vu, beaucoup nous disent merci d'avoir organisé ce temps, parce qu'au-delà de l'humour et du bon moment passé ensemble, c'est une façon d'être solidaire collectivement. Sur scène, ils sont 4 à s'être succédés entre humour et solidarité. Myriam Benoît est née à Casablanca. C'est magnifique de pouvoir aider et faire rire les gens. Il n'y a que du bon dans ça, c'est trop bien. J'ai adoré jouer devant eux, ils sont tellement chaleureux, bienveillants. Et en plus, on sait tous qu'on est là pour une raison, pour cette raison-là, pour aider le Maroc. Donc du coup, il n'y a vraiment que de la bienveillance. Un spectacle caritatif au profit du Secours Populaire. Le gala lui a permis de récolter plus de 7 000 €. Le Secours Populaire des Yvelines s'est vu remettre un chèque de 5 000 € de la commune. Ça va servir à acheminer et à distribuer des produits de première nécessité. Donc là, ils ont déjà commencé sur place à distribuer du matériel pour que les personnes puissent faire la cuisine et des panneaux solaires pour pouvoir permettre de s'éclairer. Une collecte de produits de nécessité est aussi en cours à Trappes, vêtements chauds, tentes, couvertures. Pour donner, rendez-vous au centre de loisirs Petit Gibus. C'est une lettre qualifiée d'honteuse. Le ministre de l'Éducation nationale n'a pas mâché ses mots après la publication d'un courrier du rectorat de Versailles adressé aux parents de Nicolas, dont le suicide à Poissy avait provoqué l'émotion le 5 septembre dernier. En réponse, Gabriel Attal a décidé de convoquer ce lundi l'ensemble des recteurs. Le but, lancer un audit national sur l'ensemble des situations de harcèlement qui ont été signalées l'année passée, alors que les parents du collégien qui s'est donné la mort avaient alerté du harcèlement que subissait leur fils. Le rectorat, dans une lettre du 4 mai 2023, avait répondu en menaçant de porter plainte contre la famille. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale dont le professionnalisme et l'intégrité n'avaient pas à être remis en cause de la sorte sont inacceptables, je les réprouve de la façon la plus vive. Aussi, dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative et plus largement tout personnel de l'éducation nationale qui œuvre à la prise en charge de votre fils et agit au mieux à son égard.
Rendue publique, la réponse a été fermement condamnée par le gouvernement qui a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire sa grande cause. Contacté, l'Académie de Versailles n'a pour le moment pas souhaité s'exprimer. Pour cette représentante de parents d'élèves, le manque de considération pose problème. De ne pas avoir pris assez en compte l'inquiétude de cette famille, c'est ça qui est reprochable. Le contexte, la situation, malheureusement ce drame, nous n'avons pas de jugement à porter sur la situation. Cependant, le fait qu'une famille ait voulu alerter, ait voulu protéger son enfant, se soit vu répondre avec aussi peu de considération et surtout, finalement, doivent maintenant vivre sans son enfant, ça c'est inentendable. Ce n'est pas la première fois que le rectorat de Versailles se trouve au centre des critiques. En octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine, l'assassinat de Samuel Paty avait déjà mis en lumière des dysfonctionnements de l'académie. Dans une plainte déposée en 2022 par la famille de l'enseignant, le rectorat de Versailles est accusé de ne pas avoir pris de mesures de protection malgré les signalements. Le roi d'Angleterre est de passage dans les Yvelines. De visite en France du 20 au 22 septembre, Charles III rejoindra Emmanuel Macron au château de Versailles pour un dîner d'État, une forme de clin d'œil à la reine Elisabeth II qui avait déjeuné au même endroit en 1957. 150 convives sont attendus dans la Galerie des Glaces. Le Téléthon, c'est le 8 et 9 décembre prochain, mais dans les Yvelines, la mobilisation a commencé depuis le 16 septembre. L'Éclay-sous-Bois sera la commune référence du mouvement. Elle succède à Manille et Hameaux pour représenter le département. Activités sportives et conférences sur les enjeux du mouvement étaient au programme. Avec 12 000 € collectés en 2022, la ville et les bénévoles de l'association de la lutte contre les maladies génétiques sont prêts à relever le défi. Ce dimanche 17 septembre se tenait le World Cleanup Day, une journée mondiale du nettoyage pour prendre conscience de l'impact des déchets sauvages sur notre environnement. Sacs poubelles, pinces et gants étaient les outils indispensables pour dénicher les détritus, parfois bien cachés dans les buissons. Une quinzaine d'habitants ont pris part au rassemblement dans le quartier de la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Là, en l'espace de 5 minutes, on n'a pas fini le parking, je sais pas combien on est, mais déjà plusieurs canettes de verre, je sais pas, une cinquantaine de mégots. Bon, après, on est à côté d'un bar, donc c'est un peu triché, mais... Oui, il y a beaucoup de choses. Avant, on faisait ça aussi dans notre ancienne ville et puis j'adore l'écologie, la nature et du coup, je les ai tous forcés. Et on aime surtout bien nettoyer la ville pour que la planète soit en bonne santé. En parallèle des journées du patrimoine à Saint-Quentin en Yvelines, on fêtait le vélo samedi dernier. Visite du Vélodrome national, initiation au BMX et à la piste, de nombreuses activités étaient proposées, même préparer son propre jus de pomme était possible, à 10 mois des épreuves de cyclisme de Paris 2024. C'est aussi un moyen de mobiliser les habitants, salariés, visiteurs de Saint-Quentin autour d'un sport fédérateur en sachant que Saint-Quentin accueille plusieurs épreuves olympiques liées au vélo. On commence par du baseball, une finale de première division rageante pour les Cougars de Montigny-le-Bretonneux. Ils perdent le titre sur le dernier match après avoir égalisé à 2 victoires partout sur le terrain de Montpellier. Ils s'inclinent finalement dans la dernière partie sur le score de 8-0. C'est la deuxième finale perdue par les Cougars sur les 2 finales disputées. En football, enfin une victoire pour le FC Versailles dans le championnat de national. Les Versaillais se sont imposés ce vendredi sur la pelouse de Châteauroux sur le score de 2-0 à l'occasion de la 6e journée. Les buts sont signés Thibaut Jacques sur pénalty et Chris-Kevin Nadjé. Après ce résultat, les joueurs de la Cité Royale pointent à la 13e place du championnat. Prochain match à domicile au stade Jean-Bouin de Paris contre Villefranche-Beaujolais. Toujours en football, on jouait ce week-end le 3e tour de la Coupe de France. Plusieurs équipes yvelinoises étaient en lice. Les principaux résultats, Houille s'impose contre Rueil-Malmaison 3-1, Ardricourt s'incline contre Saint-Cloud 2-1, Chambourcy a perdu sur son terrain 5-1-2 contre Évry, Sartrouville gagne contre Vitry 2-1 et Trappes s'est facilement qualifié pour le 4e tour contre Dourdan, le score 6-1. Ce 4e tour est programmé le 1er octobre. Les clubs de National 2 feront leur entrée à cette occasion. En rugby, fortune diverse pour les équipes internationales installées dans les Yvelines pendant cette Coupe du Monde. Les îles Tonga installées à Croissy-sur-Seine ont perdu face aux favoris irlandais sur le score de 59-16. De leur côté, le Pays de Galles qui a pour camp de base Versailles s'est imposé à 28-8 contre le Portugal. En tennis, le tournoi international de la ville de Plaisir s'est terminé ce dimanche 17 septembre. La finale a tenu toutes ses promesses. Au bout du suspense, c'est l'Allemand Mats Rosenkrantz qui l'emporte face au Français Antoine Wang. Le score 6-3, 6-7, 7-6. Le tournoi international de Plaisir reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition.
On termine par du golf. 2 cadors du circuit ont confirmé leur participation à l'Open de France 2023. L'Américain Billy Horschel et le jeune prodigieux sud-coréen Tom Kim participeront à la compétition qui se déroulera du 21 au 24 septembre au golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Du côté des Français, l'Yvelinois Antoine Rosner sera de la partie. Des figurines emblématiques de l'univers de Star Wars, des droïdes et des joueurs aguerris. L'ambiance était galactique, salle Raymond Patenotre à Rambouillet. Pendant 2 jours, des compétiteurs se sont affrontés sur Star Wars Légion, un jeu édité par le Guyancourtois Asmodée. L'idée, c'est que les joueurs vont s'affronter sur un scénario. Et sur le scénario, ils vont avoir une mission à réaliser qui va être tirée au hasard. Par exemple, récupérer un otage au milieu, aller récupérer une caisse, chercher des ravitaillements. Quelque chose de l'univers de Star Wars en fait. Pour l'occasion, des joueurs sont venus des 4 coins de la France, mais aussi de la Belgique et de la Suisse. Ils étaient plus de 150, ce qui en a fait le plus grand tournoi du monde. C'est le plus grand mondial. Même aux États-Unis, ils n'ont pas été capables de faire 152 joueurs. Donc c'est un très très grand événement français. C'est incroyable qu'on puisse faire ça ici. Donc c'est avec des orgas au top. Vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. On retrouve des copains, on est venu à plusieurs de Saint-Etienne dans une seule voiture, donc on a passé déjà 4 heures à discuter de ça, on va repasser 4 heures à discuter dans la voiture au retour. On a repassé 4 heures au resto hier soir à parler de ça. C'est vraiment un week-end un peu hors du temps, avec une ambiance géniale et des belles parties, des belles personnes, des belles figurines, voilà, c'est super. À l'issue de cette compétition, les 8 meilleurs joueurs se sont qualifiés pour les championnats du monde qui se tiendront à Chicago en mars 2024. Des conditions plus en adéquation avec la météo d'un mois de septembre. Demain matin, le ciel sera couvert dans les Yvelines. C'est à Houdan qui fera le plus frais, comptez 12 degrés. Dans les secteurs de Versailles et Mantes-la-Jolie, il fera 14 degrés. Dans l'après-midi, peu de changements. Le thermomètre grimpera 20 degrés au nord-ouest des Yvelines. Il fera 19 degrés à Rambouillet et Versailles. Et demain, mardi 19 septembre, nous fêterons les Émilies. Tout de suite, l'invité du 7-8. Fixer les grands objectifs énergétiques de la France pour répondre aux défis du dérèglement climatique, c'est l'ambition qui est fixée par la future loi de programmation sur l'énergie et le climat. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a missionné 7 groupes de travail qui ont pu rendre il y a quelques jours une centaine de conclusions sur le sujet. Bonjour Jean-Baptiste Amonique. Bonjour Grégory. Vous êtes le maire de Villepreux, également membre du bureau de l'Association des petites villes de France, et vous avez copiloté le groupe de travail numéro 4 auprès du député des Hauts-de-Seine Pierre Cazeneuve, un groupe de travail qui portait sur la production de chaleur et les énergies bas carbone, donc pour répondre à de nombreuses questions sur ce sujet d'importance. On rappelle les objectifs fixés, c'est de réduire la consommation d'énergie carbonée de 40% d'ici à 2040, tout en développant dans le même temps la consommation d'énergie, cette fois-ci décarbonée. On parle d'un gros défi, on parle même du défi du siècle pour ce sujet. Ah oui, de toute façon, le défi énergétique, le défi du climat, en règle générale, pour nous, doit être la priorité. Vous l'avez dit, c'est le défi du siècle. Je crois qu'il faut une mobilisation de tous les acteurs, les gouvernements, les États, les collectivités, les particuliers, les entreprises. Et on a réussi à démontrer que c'était possible au moment où le plan de sobriété énergétique a été enclenché, puisque grâce aux efforts de tous, nous avons réussi à diminuer de 10% notre consommation d'énergie. Maintenant, il faut passer de la sobriété subie à la sobriété choisie, à l'efficacité énergétique, d'où cette loi qui a pour objectif de planifier et de programmer nos objectifs par ressources, par énergie, par usage sur les prochaines décennies. Et pourtant, à la rentrée, on ne parle pas de ce sujet. On a parlé davantage de laïcité, on parle aussi d'une future loi sur l'immigration, on parle d'emploi, on parle aussi de numérique, moins de transition énergétique. Est-ce que ça fait partie des priorités du gouvernement ? Peut-être qu'en cette rentrée scolaire, c'est le sujet de l'inflation qui est le plus présent. Après, je pense qu'il ne faut pas opposer fin du mois à fin du monde, c'est l'éternel débat. Non, justement, les travaux engagés par la ministre Agnès Pannier-Runacher sur ces groupes de travail, et d'ailleurs je salue la méthode parce que pour la première fois on a une méthode de co-construction qui implique des parlementaires certes, mais aussi des élus locaux, des associations d'élus, les collectivités donc, les professionnels des filières, des secteurs, des syndicats, et cela montre que le gouvernement est pleinement à la tâche pour
proposer un texte qui devrait arriver prochainement au Parlement pour planifier et programmer l'énergie du pays sur les prochaines années. On va parler dans un instant de vos principales conclusions. Je le disais, sur la forme, vous avez copiloté ce groupe de travail avec Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine. Concrètement, c'est un travail qui a duré 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 mois ? Alors ça a été assez intensif, on ne se connaissait pas avec Pierre, ça a d'ailleurs été une belle rencontre et on avait une douzaine de participants dans notre groupe de travail, encore une fois, des élus, des responsables de filières, etc. Et nous avons auditionné plus d'une trentaine d'acteurs. Des auditions, des déplacements de terrain aussi, notamment ici dans les Yvelines, pour aller voir le projet de géothermie au Chénet-Recancourt, pour aller voir aussi la station géothermie à Vélizy. Alors on n'a pas fait que de la géothermie, puisqu'on va peut-être l'évoquer, il y a évidemment plusieurs énergies qui ont été abordées dans le cadre de notre groupe de travail. Mais oui, un gros travail de 4 mois qui nous permet aujourd'hui de rendre un certain nombre de pistes de réflexion, plutôt que des conclusions, puisqu'après ce sera à la ministre de s'en emparer, si elle le souhaite, dans ce qui va être le temps prochain de l'écriture de la loi. Alors dans vos conclusions, il y a notamment l'une des énergies qui est revenue, c'est la biomasse. Si vous pouvez juste rappeler comment fonctionne la biomasse, et je crois que c'est un sujet d'ailleurs qui a suscité pas mal de débats au sein de votre groupe de travail. Oui, alors nous on est parti d'un constat très simple, c'est que aujourd'hui l'usage et l'énergie de l'électricité ne peut suffire à nous permettre d'être autonomes sur le plan énergétique et puis surtout d'envisager la programmation d'énergie pour les décennies à venir. Donc nous, nos préconisations sont simples, c'est d'accélérer partout où c'est possible sur les énergies renouvelables et sur les énergies dites bas carbone. Parmi elles, la biomasse. Le sujet de la biomasse, on le sait, c'est que ce n'est pas une énergie et une ressource extensible à souhait. Donc tout l'enjeu, et ça a été l'objet, vous l'avez dit, de nombreux débats au sein de notre groupe, c'était de pouvoir quantifier le potentiel que consiste la biomasse et surtout de pouvoir hiérarchiser et prioriser en fonction des usages. Nous, ce qu'on attend maintenant de la loi, c'est qu'elle puisse définir, sur la ressource biomasse notamment, vers quels usages on la cible, en quelle proportion et avec des échéances évidemment datées. Concrètement, la biomasse, si on peut rappeler en quoi ça consiste ? La biomasse est évidemment issue au niveau des sols et notamment au niveau de l'agriculture. On a dû auditionner d'ailleurs France Bois et Forêt puisque c'est un acteur très important. Maintenant, il faut être assez vigilant puisque l'idée, c'est pas de venir porter atteinte à notre biodiversité et à notre patrimoine naturel. Vous voulez aussi, alors sur cette question des énergies, la mise en place d'un plan national de la géothermie. Vous avez parlé justement de la géothermie avec des déplacements à Vélizy, au Chénet-Rocancourt également. Ça consisterait en quoi ce plan national ? Alors déjà, il faut rappeler qu'aujourd'hui, 40%, 45% de notre consommation finale d'énergie, c'est la chaleur. La chaleur représente 45% et 24% aujourd'hui de cette chaleur est perdue et non renouvelable. Donc il faut maintenant qu'on avance vers d'autres modèles de production. La géothermie est une solution. On a fait un certain nombre de déplacements pour pouvoir voir concrètement comment les collectivités s'emparaient du sujet. Il y a de beaux projets qui ont pu voir le jour ou qui vont voir le jour dans les Yvelines. Et effectivement, nous faisons cette proposition d'un plan de géothermie nationale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est donner la possibilité aux collectivités, aux territoires, de connaître l'état actuel de leur sous-sol et de savoir si au niveau des gisements, au niveau des ressources du sous-sol, il y a des potentiels pour pouvoir développer des projets géothermie. En cette rentrée, on parle aussi notamment des prix des carburants. En matière de carburant, très spécifiquement, quelles ont été vos conclusions sur le sujet ? Il va falloir qu'on avance et qu'on accélère sur le stockage et la logistique des biocarburants. On le voit aussi quand on parle du gaz. Le sujet du gaz, notamment sur les réseaux, c'est qu'il va falloir que les réseaux demain puissent être compatibles pour éventuellement avoir d'autres types de gaz et d'autres types évidemment de ressources. Maintenant, il va falloir programmer les choses, il va falloir aussi que les différents acteurs mettent la main à la pâte, puisque tout ça, c'était aussi l'objet du groupe de travail 7. Il y a un enjeu financier et budgétaire, il y aura des arbitrages qui devront être faits plus tard entre la ministre et son homologue à Bercy, Bruno Le Maire. Donc oui, en tout cas, nous, notre sujet est de dire le nucléaire est un mode de production d'énergie dont nous pouvons nous passer pour le moment, notamment sur la partie électricité. Maintenant, il faut développer toutes les énergies renouvelables partout où c'est possible, en ayant à l'esprit, comme on l'a dit pour la biomasse, que certaines ne sont pas extensibles à souhait. Et une autre des conclusions, c'est de renforcer le rôle de l'ADEME. Alors on le rappelle, l'ADEME, c'est l'agence du développement durable, on peut la présenter telle qu'elle.
qu'est-ce que ça impliquerait aussi de renforcer le rôle de l'ADEME et pourquoi vouloir renforcer son rôle? Alors nous déjà on souhaiterait que dans un temps très prochain son budget annuel soit porté à 1 milliard avant d'atteindre les 2,4 milliards d'ici 2030. L'ADEME, on a besoin de l'ADEME comme agence pilote, comme agence coordinatrice, on va dire, d'un certain nombre de thématiques liées à l'énergie. C'est d'ailleurs la proposition que nous faisons pour la biomasse, que l'ADEME soit cette fameuse agence qui puisse nous dire comment on peut utiliser cette énergie, cette ressource, en quelle proportion. Et il est vrai aujourd'hui que l'ADEME pour nous paraît être l'acteur le plus important. Ça fait partie des propositions assez innovantes que nous faisons, en espérant qu'elles soient suivies. Maintenant, du coup, vient le temps pour la ministre de la Transition énergétique de recueillir toutes ces conclusions. Très concrètement, pour les propositions que vous avez pu faire avec votre groupe de travail, vous avez bon espoir qu'elles soient retenues dans l'élaboration de la future loi? Oui, alors là, on est vraiment dans la phase préparatoire. Oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, encore une fois, je salue cette démarche de co-construction. On a fait un certain nombre de propositions, elles sont sur la table. Évidemment que si nous avons eu la possibilité de les présenter, c'est que la ministre est plutôt en soutien aux propositions que nous avons formulées. Maintenant, on sait comment ça se passe. Le texte, une fois qu'il sera écrit, va devoir aller au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat. Il va y avoir la navette, il va y avoir le travail des commissions, il y aura peut-être des amendements. Moi, j'espère surtout que, comme les deux textes précédents qui ont touché l'énergie, les énergies renouvelables et la création d'EPR, notamment pour le nucléaire, évidemment, soit adopté. J'espère que ce ne sera pas un sujet qui sera utilisé à des fins politiques ou politiciennes par les oppositions et qu'on arrivera à se retrouver autour d'une ambition commune, puisqu'on l'a dit en début d'entretien, c'est le défi du siècle. Et donc pouvoir programmer, planifier, ce ne sont pas des gros mots, au contraire, c'est un besoin vital pour avoir une trajectoire très claire et très précise pour la France. Sur le calendrier, ça paraît presque impossible que ce texte arrive au Parlement d'ici la fin de l'année. Du coup, c'est quoi l'objectif? C'est 2024? Ça, je ne sais pas. Il faudra voir avec les présidents des chambres, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Bon, en plus, il y a un contexte d'élection sénatoriale qui fait qu'il y a un certain nombre de textes qui vont peut-être être inscrits à l'ordre du jour des chambres un peu plus tard. En tout cas, si ce n'est pas fait avant la fin 2023, ce sera fait début d'année 2024. Mais moi, j'ai bon espoir. Et puis, on a la chance d'avoir une ministre sur ce sujet qui arrive aussi à faire consensus et à trouver les arguments qui permettent, avec l'ensemble des acteurs autour de la table, d'avancer sur ce sujet important. Un dernier mot, un bilan plus personnel sur ces 4 mois dans ce groupe de travail. Alors, vous y avez participé, on le rappelle, en tant que maire d'une commune, Villepreux, mais aussi en tant que membre du bureau de l'Association des petites villes de France. Passionnant, très stimulant sur le plan intellectuel. Moi, ce sont des sujets évidemment qui me passionnent, puisque à Villepreux, tout le projet de mandat a été bâti autour des 17 objectifs de développement durable. Il y a de l'efficacité énergétique, notamment sur notre programme de rénovation du bâti scolaire. Je ne vais pas rentrer sur tous les programmes, mais en tout cas, ce sont des thématiques pour moi qui sont très importantes. Je souhaite porter des politiques publiques justement qui permettent de les accompagner. Ça a été un gros travail. Là, je vais dire qu'une petite partie de mon agenda sur les toutes prochaines semaines va un petit peu s'alléger parce qu'on a beaucoup travaillé avec Pierre et les différents membres du groupe de travail. Mais je crois que c'était important de porter la parole des territoires. Et je voudrais peut-être conclure là-dessus. Les territoires aujourd'hui vont être finalement les lieux où ces projets d'énergie et d'énergie renouvelable notamment vont voir le jour. Ça peut être décidé au niveau de l'État, mais c'est bien des solutions concrètes sur les territoires qui vont s'engager. Et donc ça ne pouvait pas se faire sans les élus locaux et c'est la raison pour laquelle, avec Petites Villes de France, on a répondu présent à l'appel de la ministre pour participer à ces travaux. Merci Jean-Baptiste Amonique d'avoir répondu à nos questions ici devant la mairie de Villepreux, vous l'aurez sans doute reconnu. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur TV78.